Bonsoir, il est 19 h et vous êtes sur Radio Campus Paris. Je vais te dire ce qu'il te faut. C'est un manager. Qui c'est ? C'est le type de la maison de disque. Non, le producteur doit rester dans l'ombre. Vous êtes comme le jardinier qui cultive les plantes fragiles, comme le petit tas de crottin qui réchauffe les jeunes pousses. Et moi, je suis la plante grimpante qui va s'élancer vers le ciel. Les coulisses, hein, au fond du couloir, à gauche. L'atelier radiophonique de Cédric, de 19 h à 20 h sur Radio Campus Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris. Je suis Cédric et un dimanche par mois, pendant 1 heure, nous recevons des professionnels du monde de la musique pour aborder des thématiques chères aux auteurs, compositeurs, interprètes. À mes côtés pour présenter cette émission, Chloé. Salut Chloé. Bonjour Cédric. Et aujourd'hui, nous allons parler du métier de producteur de spectacle, tourneur, booker. Pour animer cette émission, nous recevons 3 invités. Stéphane Le Tavernier, président de Sony Music France. Salut Stéphane. Bonsoir. Mathias Lelier, directeur général de Live Nation France. Salut Mathias. Bonsoir. Et Pierre-Pascal Houdbine, fondateur de Furax. Eh oui, bonjour. Merci à vous 3 d'être venus jusqu'à nous. Alors une question qui nous brûle les lèvres à Chloé et à moi. Qu'est-ce qu'un producteur de spectacle ? Voilà. On va commencer avec Mathias. Tiens. Mathias. Alors, qu'est-ce qu'un producteur de spectacle ? Eh bien, donc, dans le métier du spectacle, c'est justement on va dire la personne ou l'entité qui, à un moment, choisit d'investir sur un artiste, sur son projet, de façon à déployer tous les moyens, qu'ils soient humains, financiers, techniques, de production, pour que le spectacle de l'artiste voit le jour. Et après, de mettre ce spectacle sur la route, de faire en sorte qu'il soit exposé un maximum, que ce soit dans des salles, les festivals. D'accord. Est-ce que toi, donc Mathias, tu es chez Live Nation, donc qui Nous Productions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de producteur de spectacle ? Oui, alors effectivement, donc moi j'étais un des membres fondateurs de Nous Productions. Oui, avec donc Salomon. Avec un garçon qui s'appelle Salomon, un autre qui s'appelait Angelo. D'accord. Et enfin un quatrième, donc moi, et un quatrième qui s'appelait Florian. D'accord. Et voilà, on avait créé la boîte en 2005. Donc Nous Productions, on faisait aussi bien des artistes internationaux que français, des petits, des moyens, des gros, du développement jusqu'au stade, des festivals. Et on a rejoint le groupe Warner ensuite, groupe pour le coup important. D'abord positionné sur le recording, mais qui à cette époque avait une grosse stratégie sur le touring. D'accord. Voilà, c'est la raison pour laquelle on les a rejoints à cette époque. Et voilà. Et aujourd'hui, l'histoire fait que Nous Productions a été surtout aujourd'hui chez Live Nation. Voilà. Tu parles de développement d'artistes. Pour moi, un tourneur, il s'occupe de booker des salles, de faire des concerts aux artistes. En quoi il peut intervenir dans le développement d'une carrière artistique ? Justement, le développement, c'est une prise de risque d'abord, parce que souvent, c'est des artistes tout jeunes. Voilà, donc qui sont pas forcément encore confirmés et dans lequel faut croire. Et qui dit croire veut dire investir des moyens et pas que financiers, c'est aussi humain. Alors c'est quoi les moyens temps. Par exemple ? Les moyens, donc c'est effectivement promo. Oui, effectivement, mais c'est d'abord créer un spectacle, parce que ça c'est produire, un vrai donc métier. mettre de l'argent sur voilà, exactement, le mettre en place, trouver les moyens pour le mettre en place. Le personnel, les gens qui vont aller sur la route pour que ce spectacle voit le jour, avec les musiciens, les décors, tout ce qu'on peut imaginer, et après le diffuser. D'accord. Et ça, le diffuser, c'est effectivement le placer dans des salles ou des événements, type festival. Mathias, pardon, ta particularité, c'est que tu as travaillé aussi avec des artistes, tu as été manager, notamment... Alors ça, c'était dans une autre vie, Mojo. Effectivement. Ouais, Mojo, dans les années Romain 2000. Et Yann. Ou plus récemment, quoique, d'un artiste qui s'appelait Nosfell, par exemple, D'accord. qui est aujourd'hui en tour chez notre ami de chez Furax. Exactement. Donc voilà, j'ai eu aussi cette vie. D'accord. Plus que point commun, parce que c'est moi qui le manage maintenant. D'accord, donc toi Pierre-Pascal, Furax, donc Furax, boîte de production de spectacles. Tout à fait. Depuis combien d'années ? Depuis 99 maintenant. Est-ce qu'on peut dire que tu es indépendant ? Je suis totalement indépendant. Donc, ça veut dire quoi être indépendant pour un tourneur ? Ce qu'on entend en général par indépendant, que ce soit pour un tourneur ou pour n'importe quelle autre société, j'imagine que c'est le cas aussi dans d'autres secteurs que la musique,
c'est est-ce qu'on appartient à un groupe international ou est-ce que les seuls actionnaires sont les personnes qui sont internes à la société, et c'est ça qui fait la différence. On dit indépendant ou pas, je pense. D'accord. Plusieurs associés chez Furax? Il y en a plusieurs. J'ai intégré récemment, et je vais encore en intégrer une 4e personne, qui sont en fait des gens qui travaillent chez Furax. D'accord. Et donc chez Furax, vous avez signé pas mal justement d'artistes en développement, Alma Forer, The Pirouette. Alors, The Pirouette, attention, tu as peut-être reçu une newsletter aujourd'hui ou hier. Je l'ai vu sur le site mais internet. C'est Décibel qui a signé The Pirouette. D'accord. Et il se trouve qu'il y a un petit litige entre une manière de faire, et du coup on s'est entendu avec Décibel pour travailler 2 concerts avec eux, donc on est en coproduction avec eux, et c'est nous qui allons faire la diffusion de The Pirouette. Mais du pour coup, le coup, voilà, c'est Décibel qui était à la base de The Pirouette. Mais du coup, parlons d'Alma Forer, par exemple, qui est une artiste, qui est encore une jeune artiste. À partir de quel moment vous l'avez découverte et pourquoi vous avez décidé de... à quel moment les personnes chez moi, ainsi que moi, et quand je parle des personnes, je parle des bookers, on parlera tout à l'heure de ce que c'est un booker. Le booker, c'est avant tout le commercial, c'est-à-dire celui qui diffuse, mais on est tous en veille permanente, on regarde sur Internet, on a beaucoup de connexions, on nous envoie des choses en permanence, des fois on va à l'atelier de Cédric et puis après on rencontre des artistes, on repart avec un paquet d'albums ou de liens, etc. On est en veille, on va tout le temps dans les concerts, un grand nombre de tremplins et de choses comme les Inouïs, comme il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on est attentif. Dispositif d'accompagnement. Complètement. On a beaucoup de relations avec tous les lieux, les salles, les festivals en France, et ça nous permet à un moment de repérer tel ou tel artiste. Scout. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous allez flasher et vous dire qu'il y a peut-être un truc à faire sur un artiste Il y a plein d'éléments. Un entourage éventuellement aussi, un éditeur et un producteur déjà. Je vais y venir. Évidemment, il y a un côté artistique, sans doute, puisqu'il faut qu'on puisse imaginer que l'artiste a un potentiel de développement et puisse à un moment arriver à trouver un public. Donc si c'est quelque chose de complètement singulier, une niche, et qu'il n'y a pas de potentiel, on ne va pas aller dessus. Après... on a aussi, nous, notre savoir-faire, etc. Donc, il y a des artistes qu'on ne va pas pouvoir signer parce que je pense qu'on n'aurait pas le répondant pour le faire. Donc, à chacun son savoir-faire. L'intérêt aussi, et en particulier sur un territoire comme la France qui n'est pas très grand, les producteurs de spectacles sont très différents, ont des personnalités différentes, des histoires différentes. Et donc, par là, on va trouver, les artistes vont mieux s'entendre avec l'un ou avec l'autre. Donc, à un moment, nous, on va aller choisir un artiste, on va lui proposer de travailler avec nous. Souvent, on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres, puisque quand un artiste émerge, plusieurs producteurs de spectacles qui vont aller se mettre en compétition, tout à fait. L'artiste va choisir. Alors, s'il nous choisit nous, après, nous, on va aussi le choisir parce qu'il y a un entourage, parce qu'il y a tout un projet qui se décline. On peut se projeter dans les mois et les années à venir en se disant, voilà, il va y avoir des étapes et on s'entend avec lui. Et du coup, est-ce que vous pouvez signer des gens très tôt pour les booker, pour les garder pour vous et les aider à se développer alors même qu'ils ne seraient pas encore complètement prêts? On signe des gens très très tôt. C'est même complètement l'idée. D'accord. On signe des artistes qui, des fois, sont à peine sortis de leur chambre. Ah oui. Stéphane Le Tavernier, donc toi tu es président de Sony depuis combien de temps à peu près? Ça va faire 7 ans. D'accord. Toi, je t'ai invité parce que ça me semblait intéressant justement de voir l'évolution des rapports entre les maisons de disques et le tour. Je crois qu'à une époque existait ce qu'on appelait le tour support. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de façon générale en tout cas, de ce tour support? Comment ça fonctionnait? Alors, moi je voudrais préciser que je suis aussi producteur de spectacles. Oui, alors donc via la société Arachné. Tout à fait. Qu'on a racheté, donc que Sony Music a racheté il y a 10 ans. D'accord. Donc on exerce le métier de producteur, d'artiste, dans tous les sens du terme. Donc de disques et de spectacles. Est-ce que c'est lié, c'est-à-dire que c'est forcément des artistes Sony qui sont signés chez Arachné? Il y en a, et il y a des artistes qui ne sont pas signés chez Sony, D'accord. qui sont signés chez Arachné. D'accord.
Comme partout maintenant, je crois. Il n'y a pas de... On essaie de développer, on en reparlera tout à l'heure, du fameux 360, et je crois que tu as un avis sur la question, mais en tous les cas, c'est pas systématique d'avoir un artiste. Donc pardon, on était sur donc le... Tu voulais savoir ce qu'était le tour support. Voilà, exactement. Je crois que on a un point commun en tout cas tous ici, c'est qu'on produit des artistes, des artistes prenez un risque de musique. Non, moi je parle pas d'un risque encore, parce que je parle d'une chance de travailler au contact d'artistes et de les produire, c'est-à-dire de les révéler à un public. Alors, mes collègues là me disaient que parfois il faut repérer ces talents très très tôt. C'est notre métier et c'est comme ça généralement qu'on arrive à créer des carrières. Il y a un rapport étroit entre un producteur de spectacle et un producteur de disques. Oui. Généralement parce qu'un artiste qui sait s'exprimer musicalement, qui sait écrire, composer, interpréter, il y a fort à parier qu'il va vouloir aussi se produire sur scène. Bien sûr. Voilà. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un sens on voit pas mal d'artistes qui émergent par la scène et d'autres qui, au contraire, vont lancer des chansons et plus tard construire un personnage. Je pense qu'il y a une alchimie qui se produit à un moment donné. Il y a des exceptions d'artistes qui ont fait des carrières sur scène et en sortant peu de disques. Enfin, je pense qu'ils sont très rares d'ailleurs. Et l'inverse est vrai aussi. Et l'inverse est vrai, d'artistes qui ont eu des gros succès discographiques et qui peut-être n'avaient pas de talent particulier pour la scène. Tout existe. Mais aujourd'hui, on va dire, la génération des artistes qu'on voit émerger aujourd'hui sont d'ailleurs à tous les points de vue bien meilleurs, je pense, qu'il y a 20 ans, 25 ans. Ils savent mieux écrire, mieux composer. Ils savent mieux maîtriser leur image et probablement ils savent déjà mieux utiliser la scène. Les compétences sont supérieures, tu dirais. Je pense qu'il y a un apprentissage qui se fait de manière beaucoup plus aisée qu'il y a 25 ans. Oui, absolument, parce qu'il y a plus de moyens, il y a plus de moyens, il y a plus de références, tout simplement. D'accord. Et puis c'est vrai que la France, on peut dire, était peut-être un peu en retard par rapport aux pays anglo-saxons, et je trouve que là, dans ce secteur-là, la France s'est entre guillemets professionnalisée, structurée. Ce qui fait qu'on a une génération aujourd'hui d'artistes qui sont plus pointus, qui sont plus précis. Donc pour nous, c'est vachement bien. Et le fameux tour support alors ? Alors le tour support, ça participe un peu à cette relation qu'il y avait entre un producteur de spectacle et un producteur de disques. C'est-à-dire que pour faire émerger un artiste qui commence sa carrière, il y a un investissement qui se fait. Alors, on parlait de l'investissement sur la tournée, l'investissement sur le disque, c'est pareil. D'accord. Il fait faire des titres, l'enregistrement du studio, maquettes, on l'enregistre, on le fait découvrir à des médias, à des prescripteurs. Et tout ça a un coût. Tout ça a un coût. Et de la même façon, parallèlement, ce qui se passait, c'est quand ces sociétés étaient très séparées, on s'associait, entre guillemets, si je peux parler d'association, mais enfin, en tout cas, on s'entendait avec un producteur de spectacle pour que ce développement soit mené en parallèle d'un côté et de l'autre. D'accord. Il se trouve qu'économiquement, probablement à l'époque, la vente de musique enregistrée se suffisait plus que ça, c'est-à-dire générait énormément de revenus, que probablement sur la production de concerts, je dis bien probablement, ça générait moins ou moins vite, et que donc il était convenu que la maison de disques participait au développement scénique avec ce qu'on appelait un tour support, c'est-à-dire une somme d'argent qui était consacrée à chaque album qui sortait pour que le producteur de spectacle puisse développer. C'était son intérêt. C'était un intérêt mutuel. Il faut voir que c'est des choses qui vont absolument plus court. C'est vrai que là tu faisais référence à mon passé de manager, mais c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, dans le pool des partenaires qu'il y a autour de l'artiste, que ce soit la maison de disque, le tourneur, il y avait une époque bien évidemment où le tourneur était un peu la cinquième roue du carrosse. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça s'est pas inversé, parce qu'aujourd'hui on fait complètement on fait des ça veut dire que j'y venais justement, puisqu'on parlait du développement des artistes. C'est vrai que pas mal d'artistes aujourd'hui défendent avant tout leur projet par la scène, même si c'est pas que. Et puis ils cherchent à en vivre parfois, et en tout cas pas forcément au début, mais et c'est vrai que l'un des premiers partenaires qui recherche aujourd'hui, c'est forcément un producteur de spectacle. Donc les projets en développement, pour ma part, que ce soit des gens comme iPhone ou qu'on a développé, ou Caravan Palace, ou chez Live Nation, LEG ou Necfeu, sont des gens qui avant tout avaient un gros potentiel scène, et ce qui était un peu moins, on va dire légèrement moins le cas à l'époque, quand c'est vrai
on va dire le partenaire discographique suffisait à pousser la carrière de l'artiste et contribuait même parfois à lancer la carrière scénographique. Le rapport c'est pas inversé, c'est pas du tout le cas, puisqu'aujourd'hui on travaille en meilleure intelligence. En harmonie quand même, ouais. Exactement, donc aujourd'hui non, en harmonie, la preuve étant que vous êtes là tous les trois réunis. Et que même des maisons de disques ont des tourneurs aujourd'hui, donc voilà, c'est qu'à un moment tout le monde y trouve son intérêt. Quels sont ceux qu'on peut citer, les maisons de disques avec des tours? Donc Sony, Arachné, alors Warner, il y a Decibel aujourd'hui puisque nous prod n'y est plus. C'est ça. Et alors Universal, comment? Voilà, alors selon les groupes en fait, il y a des stratégies très diverses qui changent un peu au gré des patrons souvent, mais c'est vrai que en tout cas Sony effectivement a vite investi sur le secteur avec Arachné. Effectivement nous c'était le cas avec le groupe Warner. D'accord. Et Decibel. Et enfin Universal, enfin Vivendi, c'est le groupe pas très clair, voilà. s'y met également au travers de salles et en faisant venir des gens du tour. D'accord. Pierre. On parle de L.E.J., de pas mal d'artistes qui sont connus. C'est Lej ou L.E.J. du coup? L.E.J. Ok. L.E.J. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. D'accord. Est-ce qu'ils étaient signés avant d'être bookés chez toi ou Alors, est-ce que maintenant il peut y avoir une aide pour faire signer des artistes à partir du tour? Bien sûr, on parlait d'environnement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment on n'est pas, on adore le conte de fées j'étais au coin de la rue, je suis rentré dans un café-concert et j'ai vu un artiste, etc. C'est le cas, ça arrive. Nosfell, c'était complètement le cas, puisque je l'avais vu au Tas du Mairie, je crois, devant 50 personnes. Aujourd'hui, il fait des spectacles dans le monde entier avec des coufflets. Donc, mais la plupart du temps aussi, c'est parce que voilà, on travaille en bonne intelligence avec les partenaires et que souvent, on a tous un réseau dans le disque, de managers, et c'est quand même un petit milieu, et tout le monde un peu se refile les tuyaux, et ça vient aussi par là, et c'est quand même très Stéphane, souvent. tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais c'est vrai que les réseaux à l'époque étaient très importants, c'était un petit milieu, avec des métiers différents, producteurs de disques, producteurs de spectacles, éditeurs, mais on cultivait chacun nos réseaux, il y avait des réseaux de salles, des clubs, dans lesquels les producteurs de spectacles, les directeurs artistiques des maisons de disques et les directeurs artistiques des maisons d'édition traînaient pour repérer les talents. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et pas mal de moyens modernes, cette information circule extrêmement vite. On peut et donc, sur Facebook. pour rajouter à la question que tu posais tout à l'heure, qui de la poule ou de l'œuf était le premier, c'est-à-dire qui du tourneur ou du producteur de disques, on est généralement, je dis bien généralement dans la majorité des cas, à peu près tous ensemble au courant d'artistes sur lesquels il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose d'intéressant à développer, et généralement on a pas mal de gens. Ça va tellement vite avec le digital aujourd'hui, nous on remplit des salles avec des artistes qui sont même pas signés en qui ont des vues sur internet, c'est ça, et ça il y en a. Pierre Pascal, toi pourquoi pas de maison de disques derrière Furax? C'est un peu l'histoire. Prochainement, je sais pas, tu as une proposition à me faire, Stéphane? Sony, on en parle après l'émission. D'accord, très bien. Bon, on aura fait la relation entre Furax et Sony, c'est parfait. Non, en tout cas, pour rejoindre ce que tu disais, Stéphane, tout à l'heure, effectivement, le monde a énormément changé en 30 ans en France, et c'est extrêmement structuré. On peut voir qu'aujourd'hui, un artiste, il a énormément de possibilités, qu'il y a 30 ans, il en avait peu, finalement. Soit il y avait quelques majors qui ont émergé vraiment à la fin des années 80 et les années 90 ça a explosé. Avant c'était des labels plus ou moins indépendants, plus ou moins gros, mais avec des pratiques encore anciennes. C'est pour ça que je crois qu'il y a encore peut-être des préjugés ou des histoires qui tournent dans le milieu des artistes, mais qu'en fait aujourd'hui tout est possible, quoi. Et on peut, grâce notamment au numérique aussi, se développer soi-même, même sans personne, se faire une image. Regardez combien d'artistes arrivent à plusieurs millions de vues sur YouTube, alors qu'ils n'ont ni producteur de spectacle, ni manager, ni maison de disques, ni... Oui, ça peut être un exemple comme bien d'autres. Après, il y a des producteurs de spectacles qui galèrent aussi avec des millions de vues sur YouTube et pas de tickets vendus. Non, mais complètement. C'est-à-dire que ça, on peut aussi se tromper de stratégie et puis on peut pas savoir. Entre faire de la musique et savoir comment la vendre, ou si je peux employer un mot
méchant, mais il faut la vendre, c'est-à-dire en fait la diffuser, c'est une offre, voilà. C'est un autre métier. Je pense qu'effectivement le développement c'est bien, on se fait connaître, et après il faut faire appel à des professionnels. Mais quel type de professionnel aujourd'hui? Il y a beaucoup de choix, je trouve, finalement. Moi, je pense que c'est vachement important de comprendre que la musique c'est quand même un métier d'équipe et collectif. Hein. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on appréhende très très bien dans le cinéma. On se dit un film de cinéma ne peut pas se faire sans une équipe de 70 personnes avec des compétences très particulières. Et la musique, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans sa cuisine, avec son Mac, on va faire 2-3 morceaux, on va le poster, on va avoir des millions de vues, on va appeler une Live Nation, et bim, c'est parti. Et c'est pas le cas. La vérité, c'est que même, je pense que moi, j'attends quelqu'un qui me citera le moindre exemple d'un artiste qui s'est développé ça n'existe pas. Et que nos métiers à nous, producteurs, au sens large, c'est de repérer ces talents, et c'est de les aider à développer leur périmètre artistique et leur public, et surtout d'essayer de les amener dans une carrière quand ils veulent faire une carrière, de les installer, c'est-à-dire sur la longueur, parce que il y a quelque chose, il y a un mirage aujourd'hui d'internet qui est qu'effectivement très rapidement un artiste peut avoir des millions de vues, mais que des millions de vues c'est quelque chose qui est extrêmement éphémère, extrêmement volatile, et que c'est un métier entre guillemets, le métier d'artiste, et qu'un producteur est là pour accompagner ce métier. En fait, il faut transformer l'essai, et c'est ce à quoi vous... Et sur la durée. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a une énorme offre. C'est-à-dire tout le monde avec son petit ordi, sa petite guitare, tout le monde a un peu de talent, et tout le monde fait un peu de musique. Et avec Internet, peut le publier, parce qu'à une époque, on ne pouvait pas faire ça. Après, s'il se démerde bien sur Internet, il va avoir plus de vues que l'autre qui est beaucoup plus talentueux, mais qui se démerde comme un manche, etc. Donc, Chloé, on va faire une petite pause musicale. Eh bien, avec plaisir. On va écouter un jeune artiste américain qui vit en France depuis 2 ans, qui s'appelle Desmond Mayers, qui présente le premier titre de son EP qui s'appelle, avec l'accent, Brothers and Fathers. Brothers and Fathers. Merci Chloé. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Brothers and fathers, mothers and daughters, ever a song in my ear. Brothers and fathers, mothers and daughters, ever a song in my ear. You're where the music comes from. Your melodies in my blood. You taught me how to sing them so they would not go unsung. This is my lifelong gift. But Dad, I must admit that lately I've been thinking the world has such small use for singers. The bombs went off on my street, filled the trains with refugees. I say we're fine over Skype, but I know Mom don't sleep at night. But you both lived through Vietnam, didn't you? Got married in 1981, didn't you? You tilled the land with your hands, became a man among men, and did it all in this world full of sin. Brothers and fathers, mothers and daughters, ever a song in my ear. Brothers and fathers, mothers and daughters, ever a song in my ear. Here in the darkness of the pub, I peel the label off the stuff that gets my mind off thinking the world has such small use for singing. If everyone could come here and maybe sip some more beer, maybe there'd be much less war. Or it surely calms my head. Or maybe everyone isn't singing enough. Christ knows singing does the stuff. Maybe bad eggs didn't get enough attention, and singing in a bar never got anyone's attention. Nah, I'll stop dreaming about kumbaya. I'll just wait here until it blows over. Thanks for giving me a way to see through it. It's just noise if you take away the music. Brothers and fathers, mothers and daughters, ever a song in my ear. Brothers and fathers, mothers and daughters, ever a song in my ear. Brothers and fathers,
voici de retour dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris avec Chloé. Pierre-Pascal Houdbin, excuse-moi, je vais représenter nos invités pour ceux qui n'étaient pas là au début. Pierre-Pascal Houdbin, donc fondateur de Furax. Mathias Lelier, directeur général de Live Nation France. Adjoint, pardon, excuse-moi. Et donc Stéphane Le Tavernier, président de Sony Music France. Président tout court. Tout simplement. D'accord. Parfait. C'est déjà bien. Chloé, je t'en prie, à toi. Une petite question, en fait, il y a différents métiers autour du live et on a parfois du mal à faire la différence. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la différence entre le producteur spectacle, le tourneur, le booker Terminologie. Qui fait quoi On peut peut-être Pierre-Pascal, peut-être Pierre-Pascal. Notre indépendant je plaisante. Alors, moi, personnellement, je fais essentiellement de la production de spectacles. Je suis très peu promoteur, ça peut m'arriver ponctuellement. Alors, qu'est-ce qu'un promoteur? Mathias en parlera. Producteur, ça veut dire que c'est peut-être mieux du promoteur, ouais. et vous allez voir ce Donc que toi, je vais le dire. producteur, alors. Le producteur, ça veut dire que moi, je vais aller trouver des artistes, en général français, ça peut être éventuellement étranger, mais peut-être qui peuvent avoir une attache en France. Notamment, je produis... Émilie Loiseau, La Femme. Tout à fait, mais pour parler d'un artiste étranger, j'ai une artiste qui a été découverte tout à fait par hasard lors d'un reportage d'un ethnologue qui s'appelle Sarah McCoy à la Nouvelle-Orléans, qui est une super artiste et je pense qu'elle a un grand avenir. Elle n'a aucun producteur aux États-Unis, elle ne tourne pas et on l'a fait venir, donc on est vraiment producteur. Ce que je veux dire par là, c'est que le producteur de spectacle, il va en général avoir une entreprise puisqu'il faut qu'il soit structuré et il va être des finances. Alors soyons précis, il va être employeur du plateau artistique, c'est-à-dire qu'il va faire des fiches de paye et payer les artistes, les techniciens du spectacle et éventuellement quand il produit directement des dates, parce qu'il y a deux manières de faire, soit on les vend à des festivals, à des salles, et donc à des promoteurs locaux, que ce soit en région ou à Paris, ou alors on produit directement, c'est-à-dire qu'on met la billetterie en vente et on loue la salle, etc. Mais le principe, c'est qu'on reste producteur du plateau artistique. Donc on a juste un peu plus de frais, mais on encaisse la billetterie, donc voilà, on prend un risque qu'on ne prend pas forcément. Ça, c'est vraiment le métier de producteur de spectacle. Et au sein d'une structure comme la mienne, par exemple, j'ai évidemment des gens qui s'occupent de l'administratif, puisque tout ça, ça demande beaucoup de papier, du travail, mais bien sûr des bookers. Voilà. Donc un booker, c'est pas c'est un métier. Ça fait partie on peut être booker indépendant et juste facturer effectivement sa prestation. Mais en général, voilà. Un pourcentage comme un agent. J'ai 3 bookers salariés à plein temps chez moi qui s'occupent de l'ensemble du catalogue, qui ont les artistes qui sont répartis, ils travaillent chacun leur... On peut comparer leur travail à un travail de commercial qui décroche un téléphone et qui book des dates. Exactement ça. C'est un travail de commercial, du mailing, des newsletters. Tous les outils du commercial. On a des réseaux, on va dans les festivals, on va rencontrer les programmateurs dans les grands événements annuels que sont les Trans, Bourges, les Franco, etc. On noue des ambassadeurs un peu aussi avec les catalogues. Avec les programmateurs. Eux, ils ont des relations avec les programmateurs. Derrière, j'ai quelqu'un à la com qui va être en relation avec la personne de la com du festival ou de la salle, quelqu'un à l'administratif qui va gérer les contrats de session, quelqu'un à la régie qui va s'occuper des transports, de la technique, etc. C'est toute une équipe qui permet... Voilà. Maintenant, promoteur, Mathias, je t'en prie. Pour revenir à ce que disait Père Pascal... Tu as peut-être des précisions sur ce que je dis, bien sûr. Oui, tu peux argumenter. On fait déjà le même métier sur la production. Donc on est producteur également. Ça veut dire que demain, on monte un spectacle, on le finance pour des artistes français, plus rarement internationaux, comme disait Père Pascal, mais la plupart du temps français. Typiquement, donc Caravan Palace, pour ne citer que, c'est un groupe on emploie tout le monde, on met y compris le personnel technique, et effectivement, ce spectacle, on le finance et on est producteur du spectacle, du show en lui-même. Ensuite, ce show-là, il est confié à un commercialisateur, qui sont des bookers, effectivement, qu'on a en interne également. Que vous avez aussi. Exactement. Et après, ce show-là, faut le vendre à des diffuseurs. Donc trouver des dates. Exactement. Et donc la plupart du temps, ce sont des promoteurs. Donc il y a des promoteurs locaux. C'est ça, c'est qu'en fait, donc les promoteurs, ils sont généralement par région, c'est ça? Ils se partagent le territoire un peu. En fait, il y a les producteurs nationaux comme nous sommes, comme sont Furax. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est producteurs. Et le show qu'on met en place et qu'on finance surtout. Et quelque part, on en a la copropriété avec l'artiste. Et charge à nous de le confier à des bookers, à des commercialisateurs,
qu'on a en général en interne, effectivement pour aller le vendre après à des promoteurs, qui soient étrangers, Caravan Palace tourne dans le monde entier, donc avec des promoteurs aux États-Unis, en Angleterre ou en France, et on peut être nous-mêmes promoteurs. Oui, c'est ça, avec les artistes internationaux. Notamment avec les artistes internationaux, donc ça veut dire que tout simplement, lorsque... Type Rihanna par exemple? Alors Rihanna, c'est un exemple plus complexe parce qu'il se trouve qu'elle est produite par Live Nation. D'accord. Comme les Nekfeu. D'accord, très bien. Et ça, c'est une autre partie, puisque Live Nation produit également de grands artistes internationaux. Par exemple, vous avez YouTube, Drake, Lindsey Stirling. Alors Drake, par exemple, on est promoteur. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Drake a son producteur. En général, les artistes anglo-saxons ne fonctionnent pas de la même façon qu'en France. Ça veut dire que la notion de tourneur et de producteur de spectacle n'existe pas réellement chez eux. C'est très souvent leur propre société qui monte avec les managers qui sont producteurs. D'accord, et qui sous-traitent du coup à des... Exactement, ou à une échelle plus globale. Il y a des groupes comme effectivement Live Nation ou AEG qui sont capables de produire des artistes de cette ampleur-là, comme Justin Timberlake ou U2. Bref, mais dans le cas de Drake, c'est promoteur. Vous êtes promoteur. On est promoteur. Ça veut dire tout simplement qu'on achète le spectacle pour certains territoires. Alors, notamment c'est revendeur en quelque sorte si on parlait en tant que commerce. Alors non. Le promoteur, on est acheteur et ça veut dire qu'après, nous, on est l'organisateur en local du spectacle. On doit louer la salle, le personnel, la sécuré, gérer l'accueil, vendre la billetterie, faire la promo. Et la sécurité pour Drake, ça doit être... Non, pas spécialement, mais typiquement les Red Hot Chili Peppers, avec qui Salomon travaille depuis 25 ans, et ça permet après de créer plein de choses. Typiquement, la femme a fait la tournée européenne des Red Hot sur une vingtaine de dates en arena. On travaille avec les Red Hot, ça s'est super bien passé. Donc du coup, voilà, là, ça c'est un peu la différence entre deux boîtes de production, parce que la femme est chez Furax. Alors pour la France, effectivement, puisque je vais pas rentrer dans le détail, mais sur la France, puisque Furax représente la femme sur la France, effectivement. Après sur le reste des territoires, voilà, ça s'est fait. D'accord, ok. Et Stéphane Le Tavernier, comment devient-on président de Major aujourd'hui? C'est une question comme ça qui est tombée un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui, parce qu'elle n'a absolument rien à voir avec le sujet. Non, mais je trouve que c'est intéressant de savoir effectivement comment aujourd'hui tu es arrivé. Est-ce que toi tu avais une passion pour la production des disques, peut-être le tour, la musique, tu étais toi-même musicien, tu avais partie de groupe, tu as eu des ambitions artistiques Parle-nous de toi. Je pense pour faire ce métier, nécessairement, il faut quand même avoir quelques affinités bout de passion, avec la musique, en tout cas bien aimer ça. Oui. De là à dire que oui, j'ai probablement eu un groupe quand j'étais adolescent, je dois le confesser. Merci. Un nom peut-être? Non. De là à dire que j'étais musicien. Donc musicien, tu as fait de la musique? Non, écoute, comment je suis rentré là-dedans? Moi je voulais pas rentrer dans une maison de disques. Ouais. J'ai commencé dans la pub, alors tu vois, ça n'a rien à voir. Quoique. Et mais j'étais passionné de musique et je voulais pas rentrer dans la musique parce que moi quand je lisais les interviews de mes groupes et de mes artistes préférés, ils étaient toujours contre leur maison de disques, qui étaient tous des salauds. Sur toi, j'aimais bien cette vision romantique de l'artiste contre sa maison de disques. Voilà. Et je suis arrivé un peu par hasard. Et j'ai adoré ça, en fait. D'accord. Et je me suis rendu compte que le monde n'est pas aussi manichéen qu'on le lit dans la presse. Les bons et les mauvais. Mais c'est bien, la partie romanesque de ce métier, ou romantique, ça c'est pas mal. Mais c'est pas comme ça. J'ai vu que c'est un métier effectivement de compétences diverses qu'il faut associer pour créer des talents et que c'est un métier qui permet de rencontrer des gens assez particuliers, extrêmement intéressants que sont les artistes. Donc j'y suis resté. Parce que ta question c'était comment on devient président. Tu as traversé beaucoup. Aucune méthode. Non, mais tu as traversé beaucoup. Voilà. Non, mais tu as traversé beaucoup de. Tu as dirigé pas mal de labels déjà avant d'arriver. J'ai dirigé 2 labels. Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des artistes chez Sony? Live Nation et Furax? Oui, on peut en citer quelques-uns par exemple. Bien sûr. Alors, nous là, Live Nation c'est assez récent parce que le bureau existe depuis 6 ans, mais rien que pour l'année prochaine, on a à peu près 21 tournées d'artistes français dont on est producteur. Sony, il y a Indochine. D'accord. Pierre Pascal, toi tu... Oui, je peux donner un exemple, Ben Mazué. D'accord, oui, très bien, effectivement. Très bien. Toi, Pierre Pascal, donc, vous êtes indépendant chez Furax. Est-ce que du coup vous avez une ligne éditoriale particulière dans le choix des artistes? Est-ce que vous êtes plus libre dans le choix des artistes? Et est-ce que
Et est-ce que vous avez... Plus libre, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas si Stéphane ou Mathias, ils ne sont pas libres. Cette question, je précise, a été suggérée, mais je ne dirai pas par qui. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est évident que personne ne peut nous imposer qui que ce soit et qu'on fait ce qu'on veut. Ça, c'est normal. Est-ce qu'il y a une visée où c'est vraiment au coup de cœur dans tous les styles C'est assez vaste comme catalogue. Le coup de cœur, c'est le petit côté romantique dont tu parlais, Stéphane, tout à l'heure, mais c'est pas que le coup de cœur, c'est énormément d'éléments. Mais ce qui est effectivement intéressant de travailler dans la musique, c'est que chaque artiste, c'est des cas particuliers. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire. À chaque fois, c'est une autre manière de réfléchir. Donc, c'est une autre manière de se casser la tête, d'essayer de répondre à tel ou tel élément. Prenons l'exemple de Ben Mazué, que nous on a récupéré il y a pas mal d'années maintenant, qui faisait que des programmes à repartie, tout seul ou à deux avec sa guitare, et puis petit à petit, voilà, ça a commencé à monter, ça s'est affiné, ça a signé chez Sony avec un premier album en demi-teinte, avec une tournée, voilà, c'est du développement, en groupe, c'est du développement, mais ça a pris du temps, vraiment du temps. Et puis il y a 1 an et demi. Il y avait un nouvel album, le second qui sortait, qui était amélioré. Il avait fait des choix déjà, puisqu'il faut de la maturation. Le développement, c'est aussi de la maturation artistique, c'est-à-dire la rencontre avec son public, la rencontre avec des professionnels, l'expérience pour affiner son travail artistique. Et il avait démarré sur un spectacle qui était bancal, qui tenait pas la route. Et puis, 15 jours avant de rentrer en résidence, il fait... alors, pour le coup, c'est bien... cette espèce d'ambiguïté de relation qu'on peut avoir avec la maison de disques. Est-ce que tout peut déclencher? C'est qu'il a fait une télé piano-voix avec donc un pianiste et lui. Et le lendemain, il m'a appelé. Non, mais c'était génial. Voilà. Enfin bon, on a parlé un bon moment. Et je lui dis, mais les musiciens avec qui tu travaillais là, arrête et pense autrement ton spectacle. Voilà. Et 15 jours avant, il a tout chamboulé pour trouver... Aujourd'hui, et là on démarre sur un nouveau spectacle, cette espèce de duo piano-voix où il a rajouté des choses écrites, voilà, quelque chose de très scénarisé, et il s'est mis enfin à trouver sa voix pour le spectacle, alors qu'avant il n'était pas à l'aise. Il voulait tout maîtriser, la musique, il faisait pas confiance aux musiciens, mais du coup, alors qu'il aurait dû se concentrer. Enfin, voilà, je rentre dans les détails un peu, mais c'est intéressant aussi, parce que ça parle du métier qu'on fait. D'artiste, et il a compris qu'en fait, il fallait qu'il se concentre sur son personnage et son écriture, et qu'il délègue à un vrai musicien, un vrai pianiste. La musique, ils se sont bien entendus tous les deux, et du coup il y a un vrai duo. Et voilà, on est sur le deuxième spectacle là, qui démarre sur cette même formule, avec un nouveau répertoire. L'album est même pas encore sorti, même pas enregistré, puisqu'il doit enregistrer cet hiver, et on a déjà je sais pas combien de dates. On fait une petite tournée parisienne en décembre de 7 dates, tout est complet. J'ai ouvert un Trianon, là ça commence à se remplir tout seul, c'est-à-dire qu'on est rentré dans quelque chose de vertueux enfin. Mais ce que tu expliques, c'est qu'en fait vous n'êtes pas, enfin vous trois d'ailleurs, vous n'êtes pas uniquement producteur. Ah bah non, comme le dit Pierre Pascal, la direction artistique en fait, bien entendu. Exactement, notre métier implique la direction artistique, la direction musicale. Parce qu'on parle de finance, mais alors, on va pas écrire les morceaux, mais mais à un moment on identifie un potentiel. Aussi, on a une expertise, on a un savoir-faire, on est tous là dans le métier depuis un moment, donc on sait un petit peu de quoi on parle, et voilà. Donc forcément, ça implique cette relation de confiance avec l'artiste, et qu'à un moment, nous, on ait des affinités aussi avec le projet dans lequel on s'investit. Mais l'association, d'ailleurs, l'association entre un artiste et un producteur, sur de spectacle ou de disque, ça n'est que ça. Il faut quand même, à un moment donné, que l'un et l'autre parlent à peu près le même langage. Absolument. Qu'un artiste se sente rassuré par son producteur parce qu'il sent que le mec a compris quelque chose qu'il a du mal à exprimer, mais que ce mec-là a compris. C'est une relation de confiance. Et qu'un autre producteur n'aurait pas compris. Moi, je ne crois pas du tout il y a une grosse vanne à chaque fois quand il y a un gros succès qui passe, c'est de dire tous ceux qui sont passés à côté, de dire c'est passé dans telle maison de disques, ils l'ont pas signé. Et moi, je me dis toujours que peut-être bien qu'un même projet pourrait pas marcher ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas le hitmaker du moment, enfin l'équipe qui fait les hits du moment, il y a des gens qui se rencontrent ou pas, quoi. Donc cette alchimie, elle est vachement importante. C'est vrai que la finance, parce que ça coûte de l'argent de développer un artiste, ça coûte du temps et de l'argent, mais c'est surtout, je veux dire, l'accompagnement et l'accompagnement artistique qui est déterminant dans le succès d'un artiste. Et l'histoire de Ben Mazué, je pense, c'est un bon exemple, parce que je pense que l'un et l'autre, on est d'accord pour dire que ce mec-là a un talent absolument incroyable.
on peut pas dire qu'il ait un succès discographique important, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a un succès médiatique qu'on a construit et qui fonctionne bien. Et il est en train de trouver quelque chose au niveau du spectacle qui est pas un tour de chant ou qui est pas le concert associé à un album qu'on ferait traditionnellement, qui est quelque chose, qui est un travail créatif, ça qui peut donner un peu le schéma classique. Et c'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est un travail intéressant entre un producteur de spectacle et une maison de disques. Puisque Ben est toujours en contrat chez nous et que nous on lui donne ce temps-là pour trouver. Pascal, tu travailles donc avec les équipes, c'est Columbia, les équipes de Sony. Donc on a des échanges, mais là par exemple, on a démarré le nouveau spectacle. Comme il n'y a pas de disque encore enregistré ni rien, on n'a pas d'échanges particuliers, c'est-à-dire qu'on a des échanges momentanés sur des parties ponctuelles. Alors la différence entre un producteur de spectacle et un producteur de disque, c'est que les tempos sont pas les mêmes et la démarche est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'un producteur de disque, il y a une démarche industrielle, c'est-à-dire création, fabrication, distribution avec le marketing. Donc les logiques sont bien entendu différentes. Alors que nous, on vend et on propose quelque chose qui est totalement éphémère, c'est-à-dire qu'un spectacle, une fois qu'il est passé, il est que dans la tête des gens, ou éventuellement sur un DVD, mais ou sur YouTube, filmé par des iPhones, mais voilà. Et du coup, Ben Mazué, c'est une belle histoire, mais j'imagine que comme vous signez des artistes assez tôt, vous disiez tout à l'heure, Mathias et Pierre Pascal, que vous pouvez les signer à la sortie de leur salle de bain. À partir de quel moment, enfin, j'imagine que des fois, ça, vous misez et puis finalement, ça marche pas. Ben Mazué, c'est sur des années. Comment vous sentez un potentiel en vous disant, bon allez, je m'accroche. Jusqu'à quel point on s'accroche, quoi. Parce que c'est aussi de l'argent. C'est toujours pareil, c'est une relation de couple, je pense. Il y a tellement d'affect dans notre métier qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas rationnelles. On ne peut pas abandonner non plus pour des raisons il n'y a pas seulement que le contrat moral. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis à un moment, vous savez, c'est des artistes qui vous quittent aussi. Bien sûr. Souvent, c'est dans les deux. C'est un couple en fait, le producteur et l'artiste. Et c'est une relation qui est un peu passionnelle parce qu'à un moment, on parle d'artistique avant tout. Mais des fois on y croit, on veut pas lâcher, et puis il se passe rien et un jour on est récompensé, d'autres fois on ne l'est pas, mais ça c'est l'essence de notre métier, on est producteur. Et vous donnez pas un temps, vous dites pas bon sur un artiste comme ça je me donne 2 ans. Et les exemples manquent pas d'explosion en fin de carrière d'artistes. Vous savez, là on va pas rentrer dans le détail, mais il y a le nombre d'artistes qu'on a pu soutenir bec et ongle et au bout de 5, 6, 15, et on trouve ça évident quand ils fonctionnent. Évidemment, tout le monde trouve ça évident quand ils vont chez un autre producteur et c'est l'alchimie dont parlait Stéphane et badaboum, ça cartonne et puis tant mieux pour eux, alors que nous on a sorti les reins pendant des années, c'est le jeu. Le jeu aussi. Pardonnez-moi, mais on a abandonné sur le bord du trottoir le tour support. Pourquoi est-ce qu'il a disparu finalement? C'était je pense le rééquilibre. Un peu, c'était plus justifié. D'accord. Par rapport à la chute de vente de disques, c'est ça Ouais, par rapport au business des artistes. Aujourd'hui, la musique live est passée devant la musique enregistrée dans la structure des revenus des artistes. Donc du coup, effectivement, adieu les cagettes de disques et donc du coup le producteur. Stéphane, du coup, toi, tu l'as connu cette transition. Est-ce que pour toi aussi c'est justifié effectivement en toute objectivité? Ça n'avait plus lieu d'être ce support financier de la part de... Non, la question c'est est-ce que ça se justifiait qu'il y ait des tours support avant? D'accord, c'est un autre débat. Non, mais c'est très juste ce que dit Mathias, c'est qu'il y a eu une inversion des revenus. Des rentrées, Un artiste qui vit très bien de son métier aujourd'hui peut possiblement gagner plus d'argent sur scène qu'en vendant sa musique. Cet équilibre-là peut encore changer, puisqu'on voit... il y a une chute importante des ventes de CD, ça tout le monde le sait. Il y a une remontée spectaculaire des revenus liés au numérique, dans des proportions qui laissent à penser que les revenus qui ont été perdus depuis 10 ans pourraient très bien revenir. Alors, est-ce que c'est l'équilibre entre revenus du live et du disque vont se rééquilibrer? C'est possible. Mais ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est vrai que les artistes aujourd'hui considèrent leur carrière globalement. Je pense qu'un artiste aujourd'hui ne peut pas imaginer ne pas monter sur scène, alors que peut-être il y a 15 ans, certains artistes auraient pu envisager. C'est là où je mettrais peut-être une petite nuance, c'est-à-dire qu'il y a eu une inversion de hiérarchie, mais pas forcément une inversion de volume de revenus. C'est-à-dire qu'effectivement...
Je suis pas tout à fait sûr. Je pense que y a un certain nombre d'artistes qui gagnaient beaucoup d'argent en vendant des disques parce que les volumes de vente de disques étaient si grands que c'était beaucoup plus facile de rentrer des royautés puisque c'est un nombre démultiplié de disques vendus. Alors qu'un nombre de concerts par an, on peut pas. C'est limité humainement dépasser. Donc, c'est vrai. Sachant que quand même les artistes aujourd'hui vont plus fréquemment sur la route qu'ils n'y allaient, et aussi parce qu'ils savent que ils savent que c'est la source de revenus. Voilà, la source des revenus. Là où ils pouvaient peut-être se permettre effectivement soit de se rendre plus rare, soit de prendre plus de temps. Là, on les voyait retourner sur la route tous les 2 ans. Ça redevient un métier. Moi, ça me plaît. Mais alors, après, techniquement, les revenus du live sont 2 fois plus importants que les revenus de la vente de musique. Alors je vais faire une transition vraiment assez limite, mais en fait on organise un petit jeu concours aussi, où chaque mois on vous permet de gagner des heures de répétition Studio Bleu, justement pour préparer vos tournées. Le principe il est simple, il suffit d'envoyer par mail le nom des 2 titres diffusés pendant l'émission. Vous envoyez un mail à l'atelier de Cédric en un seul mot, pas d'apostrophe, pas d'accent, l'atelier-de-cédric@radiocampusparis.org, et si vous répondez correctement, vous pourrez gagner jusqu'à 4 heures de répétition au Studio Bleu. En attendant, on va faire une petite pause musicale, Chloé. Avec plaisir, Cédric. Avec le groupe Casa Regio qui va nous chanter son titre Chéri Chéri. Chéri Chéri. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Chéri, 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 ne pars pas. Chéri, 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 reste là. Dans le spleen, un peu à l'ouest. Plus trop ivre, un peu quand même. Tu parles les seins nus sous ta veste. À pas de louve sans un je t'aime. Chéri, 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 ne pars pas. Chéri, 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 reste là. S'il faut le dire, s'il faut l'écrire. J'ignore ton nom, ton adresse. Cherche les cailloux que tu sèmes. Je meurs du parfum que tu laisses. J'adore l'eau de rose des chrysanthèmes. Chéri, 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 ne pars pas. Chéri, 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 reste là. S'il faut le dire, s'il faut l'écrire. Alors tu pars, tu prends le large, pense à m'oublier. Attends ou pas, tu me prends marge, va-t'en me manquer. Je vire de bord et je me perds. J'enferme nos corps dans ce poème. Quand dans les draps dure l'éphémère, à mort, j'en reviens toujours au même. Chéri, 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 ne pars pas. Chéri, 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 reste là. S'il faut le dire, s'il faut l'écrire. De retour sur l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris, toujours avec nos 3 invités, Pierre-Pascal Houdbine de Furax, Mathias Lelier de Live Nation France et Stéphane Le Tavernier de Sony Music France et Chloé
Toujours là. Toujours là, animatrice de choc. Tu voulais poser des petites questions, Chloé, indiscrètes? C'est pas indiscret du tout, c'est que quand même la base de la conversation, c'est la musique, c'est voilà, on est tous passionnés. Moi, j'aurais bien aimé que vous me racontiez un gros coup de cœur de concert, pas en dehors de votre métier. De signature peut-être, non? Oh, un peu des deux. Vos artistes coup de cœur, en fait. Votre dernier coup de cœur, allez. Pierre Pascal, je suis sûr que t'as un coup de cœur qui vient de tomber. Du ciel. Du ciel. C'était fait mal. Et bah justement, c'est marrant. On parle de tomber du ciel, mais je me suis souvenu hier d'avoir été à Bercy en, je crois, 84 ou 85 quand Higelin a fait son concert au centre de Bercy. Et voilà. Grosse claque. Ouais, c'était un bon souvenir en tout cas. Et sinon, il y a pas très longtemps, j'ai recherché quel était mon tout premier concert. Je savais plus si c'était Scorpion ou Frank Zappa. Et j'ai fini par retrouver en février 79 au chapiteau de Pantin, pour ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire qu'à la place du Zénith et de la Grande Halle, il y avait la Grande Halle qui existait, mais le parc de la Villette était encore en chantier, etc. Et à la place, il y avait un énorme chapiteau de cirque qui faisait 6000 places et qui faisait les concerts à l'époque dans cet endroit-là. Après, il y a eu la Cité de la Musique, il y a eu le Zénith, etc. Mais en tout cas, c'était Frank Zappa, je me souviens, j'avais 13 ans. Quand tu es venu nous voir au Studio Bleu, je me souviens que tu t'occupais des C2C. Tout à fait, qui était quand même, qui est d'ailleurs toujours un groupe important. Ça a été un coup de cœur quand tu les as signés? En fait, c'est des gens que j'ai connus il y a très très longtemps. Et que tu suivais? Surtout que y a la moitié de C2C, c'était Hocus Pocus, avec qui je travaillais déjà depuis longtemps, et l'autre moitié BitTorrent, avec qui je travaillais déjà depuis longtemps. Donc en fait, ça se fait tout naturellement. C'est pas un coup de cœur, c'est des connaissances, c'est un travail de longue haleine. Et dans les coups de cœur de tes signatures, peut-être dans les dernières, alors Ben Mazué, j'imagine, c'est un coup de cœur. Ben Mazué, c'est pas une signature récente, puisque je crois que ça fait 6 ou 7 ans qu'on travaille. Et dans les plus récentes Dans les plus récents... Alors, sans faire de favoritisme, évidemment, c'est toujours difficile, comme tu as un catalogue assez... Il y a plein de choses. Émilie Loiseau, que tu as... Alors, Émilie Loiseau, c'est pas récent, mais on est à la 4e ou 5e tournée d'Émilie. Alors, Émilie Loiseau, c'est une artiste très particulière, parce que... À part. Alors, c'est une artiste que beaucoup de gens connaissent, parce qu'elle est un petit peu médiatique, mais par contre, qui n'a pas un succès de Zénith, mais par contre, parce qu'elle fait une musique qui est très... très personnelle et très profonde, et là elle vient de faire un super spectacle. J'engage n'importe qui à aller le voir, tout le monde, parce qu'il y a des super arrangements, il y a vraiment, c'est son spectacle le plus abouti. Voilà, elle suit une ligne artistique que moi je soutiens, même si ça me coûte un bras. Bien, généreux producteur, merci. Mathias, je suis pas généreux avec tout le monde. Merci pour elle. Mathias, tes coups de cœur Mes coups de cœur récents. Ouais. Alors, dans les artistes qu'on défend, nous, il y a un garçon que j'aime beaucoup qui est Nekfeu. Bien sûr. On l'a accompagné pour parcourir depuis le début et à parcourir tout ce chemin jusqu'à Bercy. Et c'est un garçon qui donne énormément, qui a une vision très claire de ce qu'il fait. Lui aussi, il est issu d'une formation de 1995. 1995, c'est ça. Ouais. Et sinon, puisqu'on parlait d'anecdotes et de conseils tout à l'heure, moi, c'est un artiste dont on est promoteur depuis longtemps, qui est Robbie Williams. Et c'est vrai que c'est un conseil que je donne souvent à des jeunes artistes, c'est d'aller voir un concert de Robbie Williams. Non, parce que en fait, celle-là, on voit le métier. Ça veut dire qu'on peut le voir au Parc des Princes ou à Bercy. On a l'impression de le voir dans un petit club. C'est cette proximité qu'il a avec l'ensemble des gens qui sont dans le public, et c'est dans sa gestuelle, son charisme, mais ça en fait c'est des années d'expérience. Et ça, plus récemment, moi j'ai eu ça avec Alicia Keys. Et voilà, ça c'est du métier. Et c'est vrai que quand on aide les artistes à franchir des steps comme ça, faut leur apprendre que quand ils jouent devant d'abord 200 personnes, puis 500, puis un jour 5000, voire 15 000, c'est pas la même gestuelle, c'est pas le même charisme, et ça c'est formidable, les accompagner c'est tout là qu'on intervient. Exactement. Et dans les tout derniers coups de cœur, ça c'est et Stéphane, je sais qu'il est très très fan aussi, c'est un artiste qui est chez Sony d'ailleurs, qui s'appelle Loïc Noté, et que je vous conseille d'aller découvrir. D'accord. Qui est belge, qui a un univers absolument fantastique. Et qui fait une musique magnifique, qui mélange danse et une image ultra léchée, hyper forte. Stéphane, je vends bien. Des coups de cœur. Tu mes coups de cœur. Alors, aussi bien discographique d'ailleurs pour toi que bien sûr que scénique. Moi je vais te donner les deux. Bien sûr, tu as les deux casquettes. Nous on a signé
récemment et moins récemment 2 jeunes artistes. Une qui est en train de faire carrière de manière absolument éblouissante qui s'appelle Jane. Alors ça c'est vraiment une très belle artiste. Artiste que j'appelle une nouvelle... Oui. Surtout du petit ballon qui rebondit sur les gens. Oui, je veux marcher dans sa bulle. Elle veut la bulle. Elle est super. Non, et puis mais c'est artiste nouvelle génération. Bien sûr. Qui est excellente sur scène, mais qui a appris, parce qu'en 1 an, elle a fait un chemin et puis elle est toute jeune, c'est fabuleux. Donc ça, c'est une très belle artiste. Et puis il y a un jeune mec qu'on a signé il y a peu de temps qui s'appelle Tim Dupe. D'accord. Ah oui, j'adore. Qui fait de la chanson française, et, qui est très jeune, puisqu'il est encore à l'école. Et je pense qu'il peut devenir un grand. Très bien. Voilà, Loïc Noté, je l'adore aussi. J'aurais bien voulu le signer aussi en tournée. Mais visiblement, mon camarade est passé avant. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a quand même, malgré tout, d'ailleurs pour vous 3 et pour nous tous d'ailleurs, il y a une question de timing aussi. Il faut savoir arriver. Alors après, il y a l'histoire du couple qui marche ou qui marche pas, mais mine de rien, il faut que vous puissiez être sur les premières propositions en tout cas. Non, mais il faut aussi que l'artiste soit prêt. C'est-à-dire que je parlais de Ben Mazet tout à l'heure, on a mis du temps, mais aussi entre temps, il a fait une thèse de médecine. Il a fait 2 enfants. Ah oui, quand même. Il a décidé à la fin d'abandonner son métier de médecin, puisqu'il était destiné à ça et que tous les lundis et mardis il travaillait dans un hôpital. Oui, c'est pas rien. Ça veut dire qu'à un moment il faut qu'il décide complètement d'aller dans la musique, donc c'est aussi un parcours personnel de l'artiste, et là on est obligé de l'accompagner. Parfait. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va pouvoir se dire au revoir, ou en tous les cas à très bientôt. Et merci aussi. Merci à tous pour votre participation à l'émission d'aujourd'hui sur Radio Campus Paris, et notamment nos 3 invités. Donc Stéphane Le Tavernier, président de Sonic Music France. Mathias Lelier, directeur général adjoint de Live Nation France, et Pierre-Pascal Houdbin, fondateur de Furax. Merci à tous. Merci également à Christophe Dacuna, directeur d'antenne et réalisateur de cette émission, à toute l'équipe de Radio Campus Paris, Chloé, ma co-animatrice de choc. Merci à toi, Chloé. Philippe Tricot du Studio Bleu. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos sur l'atelier de Cédric au Studio Bleu et nous envoyer votre candidature, rendez-vous sur www.l'atelierdecédric.com. D'ici là, passez une excellente fin de week-end et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures musicales. Ciao. Bye bye.